Bonjour à tous et bon dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On va se faire un petit suivi de l'activité on-chain et de la structure du marché du Bitcoin ensemble. Désolé encore, hein, j'aurais dû faire ça samedi. Je sais pas, il y a un problème technique, j'ai des samedis maudits, à chaque fois il y a un souci. Là c'était une coupure d'électricité généralisée, donc excusez-moi de ne pas avoir été présent samedi. Je fais ça dimanche, j'espère que ça vous plaira tout autant. On va se lancer aujourd'hui avec une petite analyse du BTC qui continue d'évoluer dans son range, de consolider entre les 85 000 et les 95 000 grosso modo. Au cours des semaines passées, on avait eu une structure très intéressante, très encourageante avec des poussées haussières qui avaient marqué potentiellement des points de rupture, des points de cassure du range pour aller chercher plus haut, mais avec un fort rejet finalement malheureusement, notamment issu de comportement de prise de profit des investisseurs au niveau des 95 et du franchissement ensuite au niveau des 96, ce qui a permis d'augmenter la pression de vente, de ralentir le prix et ensuite de venir liquider des positions longues qui étaient du coup encore présentes dans le range, notamment entre les 90 et les 87-86. Donc on a eu cette demande spot qui est venue du coup pousser, tenter d'aller chercher plus haut, liquider quelques shorts et maintenant on est en train de se prendre de la liquidation longue. On s'est pris la liquidation longue au cours de cette semaine et on est en train de stabiliser aux alentours des 90. D'un point de vue purement graphique, on pourrait penser que c'est la fin du monde et qu'on a vraiment un scénario de dead cat bounce très très probable avec le rejet assez important qu'on a eu et le fait qu'on n'arrive pas du tout à redonner de la puissance, de l'amplitude au mouvement maintenant. Bon, c'est parce qu'on n'a pas non plus une nouvelle semaine qui a été ouverte, mais dans l'ensemble, si on observe de plus près, on peut se rendre compte quand même qu'on a des points bas qui sont plus bas que les précédents, qu'on a un point haut pour l'instant qui commence à faire des points plus hauts que le précédent. Donc en fait, en termes de définition de ce qu'est une tendance baissière ou une tendance haussière, on aurait presque l'impression qu'on est en fin de tendance baissière avec une phase de consolidation qui est en train d'installer une nouvelle tendance haussière. Ça reprend un peu le constat que j'avais donné la semaine dernière vis-à-vis des deux impulsions qu'il y avait eu ici. Le rejet qu'on a actuellement n'a pas encore invalidé ce point de vue-là. Ça, c'est d'un point de vue technique. Mais c'est vrai que d'un point de vue du sentiment, on a l'impression que les investisseurs sont pas si confiants que ça et que ce petit rejet a pu leur donner déjà un petit peu de fil à retordre. Donc on va observer un petit peu plus en détail quelques informations à ce sujet. Clairement, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de réponse claire tant qu'on est dans ce range pour savoir si on continue en bear market en dessous des 85 ou si on arrive à récupérer les 95 et partir au-dessus. Là, vraiment, c'est un range qui est décisif. Comme souvent d'ailleurs, après un début de tendance baissière très très important qui pourrait marquer la fin d'un cycle haussier. On a toujours une période de transition qui est un peu touchy dans laquelle on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va et surprise, on est exactement dans cette période. On était aussi exactement dans cette période, si je peux reprendre le cycle dernier pour analogie, entre janvier 2020 et avril 2020. Je vous le mets ici à l'écran, vous allez voir, on est quasiment dans la même chose, une forte tendance baissière. On essaie de reprendre ici avec, pourquoi pas même un franchissement du point de pivot, mais ensuite on ralentit et finalement on invalide. Donc là, la vraie question, c'est est-ce que on va continuer sur cette structure d'invalidation et qu'on va descendre plus bas, ou est-ce qu'on va se maintenir au-dessus des 89-90 grosso modo pour essayer d'aller chercher plus haut. Là pour l'instant toutes les possibilités sont en jeu de ce point de vue là. Sur le court terme, on a quand même des informations que je trouve pas top, ça aurait été vraiment idéal d'aller chercher le prix réalisé des investisseurs à court terme que vous voyez ici, qui agit en tant que support durant les tendances haussières et en tant que résistance durant les tendances baissières. Il aurait vraiment été idéal d'aller le récupérer, de le franchir. Nous ne l'avons pas franchi. Bon, c'est pas dramatique, mais en soi, dans la tendance, ça donne pas quelque chose de très très propre non plus. Là, j'ai essayé de dézoomer, mais je viens de me rendre compte que le graphique est en 10 minutes, donc ça va peut-être le faire, le faire laguer un petit peu. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave, je vais continuer avec ça. Dans l'idée, ce qu'il nous faut ici pour récupérer une tendance haussière, du moins à court terme, quelque chose de viable, il y a plusieurs éléments. Il faut déjà réussir à récupérer le coup de base des investisseurs à court terme pour que ces investisseurs à court terme qui sont piégés depuis les 125 000, 120 000, 110 000 même, eh bien ils sont piégés la tête sous l'eau. Et ils n'arrivent pas à réaliser autre chose que des pertes ou des pertes minimes quand le prix se rapproche de leur prix moyen d'achat. Mais dans l'ensemble, ils sont quand même en grande difficulté financière et psychologique. Et il faut, comme ce fut le cas lors de la reprise d'avril 2025, se hisser au-dessus de ce seuil, se maintenir au-dessus en tant que support pour ensuite afficher un nouveau développement haussier, une nouvelle poussée haussière. Et pour l'instant, cette condition-là n'est
toujours pas rempli. On a eu d'ailleurs un premier rejet depuis celui qu'on avait eu en octobre 2020, le 27 octobre 25. Eh bien, là, on a notre premier rejet du coup aux alentours de la mi-janvier, il y a 10 jours à peu près, ce qui a amené du coup aussi la correction qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc ça, c'est pas tout à fait idéal non plus. On peut le voir d'une autre manière ici avec un petit peu plus d'amplitude. Je vais utiliser ce graphique plutôt. Vous retrouvez ici en orange cette fois le prix réalisé des investisseurs à court terme. Donc, je vais vous l'isoler pour que vous voyez un peu dans l'idée ce que ça donne. C'est-à-dire que regardez, ici on est sur une fin de tendance baissière, on franchit à la hausse, support, plus ou moins support, discutable, support, mais on reste toujours proche de ces zones et on arrive quand même plus ou moins à se maintenir au-dessus. C'est plus flagrant dans les cycles précédents, c'était un peu moins le cas pour le cycle de 2022-2025, mais ensuite on a une période d'invalidation. Et on vient réagir en tant que support. Et regardez ce qui s'est passé durant la fin du cycle haussier de 2021-2022, plutôt 2020-2022, qui ensuite a amené ici un test à nouveau de ce niveau en tant que résistance qui a été invalidé et qui a permis ensuite une très très belle dégringolade. Bon, c'est vrai que cette dégringolade elle peut faire peur, mais il faut aussi se souvenir que c'est durant les périodes les plus douloureuses et les plus de tendances les plus basses des bear markets que sont les meilleures opportunités d'achat. Regardez, là, à quelques semaines près, vous achetez un BTC à 40 000 ou vous l'achetez à 30 000, ou vous l'achetez à 20 000, ou vous l'achetez à 16 000. Bon, il y a quand même des belles soldes entre 40 000 et 16 000, quoi. Donc, le scénario de reprise haussière pour l'instant n'a pas beaucoup d'arguments pour le soutenir. Le scénario de Dead Cat Bounce a pas mal plus d'arguments pour l'instant, même si c'est des arguments qu'on peut voir seulement de manière purement visuelle. Et voilà, il faut simplement arriver à accepter cette condition. Ça, c'est d'un point de vue cyclique. Comme je vous le dis, d'un point de vue local, on a encore quelque chose qui est pas non plus trop dégueu, parce que, comme on le disait, point bas plus haut que les précédents et point haut plus haut que les précédents. Donc sur la tendance locale, il y a quand même potentiellement quelque chose à faire. Par contre, il va falloir montrer de la force. Il va falloir montrer de la force de demande et on va revenir sur les flux de demande et d'offres dans un instant et vous allez voir que c'est pas non plus particulièrement au beau fixe. Mais avant ça, on va passer par une autre métrique des investisseurs à court terme qui est importante, le STH-SOPR, qui lui aussi peut nous permettre de cibler et de comprendre si on est plutôt dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, est-ce qu'on est en train de ralentir, est-ce qu'on est en train potentiellement de rejeter un niveau. Donc ici il fonctionne un peu de la même façon que le prix réalisé d'investisseurs à court terme, mais il gravite autour de 1. Lorsqu'on est en dessous de 1, on est en train de prendre des pertes. Plus la valeur enregistrée est basse, plus la perte est importante. Et à l'inverse, quand on est au-dessus de 1, on prend des profits, et plus la valeur enregistrée est haute, plus on prend des profits. Dans les deux cas, on véhicule une pression de vente qui est conséquente. Il y a un moment où la pression de vente, c'est de l'opportunité, ici à l'achat. Il y a un moment où, une opportunité d'achat. Et un moment où cette pression de vente, ici, c'est plutôt une opportunité de désexposition pour réduire le risque avant potentiellement qu'on ait un crash. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Si vous regardez, on a réussi. Je vais enlever celle-là qui nous est. Non, c'est l'autre. Bon, tant pis, mes graphiques répondent pas aujourd'hui. Ah si, apparemment ils répondent quand même malgré tout. J'avais envie de vous donner quelque chose d'un petit peu plus lisible en enlevant une partie comme ça. Ici vous voyez bien que durant les tendances haussières, le STH-SOPR réussit à se maintenir au-dessus de 1, ce qui veut dire que les investisseurs à court terme réussissent malgré les corrections à quand même réaliser des profits en moyenne, à part des petits moments où ils partent un peu en dessous, mais ça nous donne les points d'inflexion très intéressants. Et là par exemple, aux alentours du mois d'octobre, on a clairement une transition vers un biais baissier avec ici une capitulation locale avec une prise de perte conséquente. Un STH-SOPR à 0,92, ça veut dire que sur une journée, les investisseurs à court terme ont pris 8% de perte, ce qui est colossal pour des investisseurs à court terme. D'habitude ils libèrent, ils capitulent même au-delà des 4%. Donc là 8% c'est que ça allait très vite, très fort et que du coup ils ont été pris de court. Et qu'est-ce qu'on voit depuis ? On voit qu'en fait, alors en premier, on a eu un ralentissement de la pression de vente, c'est-à-dire que les pics ici de prise de perte, ils ont été de plus en plus faibles. Ça, on en avait parlé il y a plusieurs semaines déjà. On se disait que c'était particulièrement positif, justement, que c'était très intéressant et que ça pourrait donner l'opportunité au STH-SOPR de se hisser à nouveau au-dessus de 1 pour installer une nouvelle tendance haussière. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'on est passé au-dessus de 1, eh bien en fait, il y a eu plus de prise de profit que ce qui était nécessaire et ça a fait ralentir le prix. C'est bien que les investisseurs à court terme prennent potentiellement quelques profits, notamment quand ils sont en capacité de le faire proche de leur coût de base, mais s'ils le font trop et en trop grand nombre avec des gros volumes, ça veut dire qu'en fait la majorité d'entre eux ne sont pas confiants sur la tendance à court terme et du coup en fait ils préfèrent vendre et limiter les pots cassés plutôt que de se réexposer au marché et de racheter quoi. Et ça c'est clairement un comportement qui est pas un comportement, qui est un comportement de méfiance, qui est pas un comportement de confiance. Et ça manifestement c'est un comportement de Dead Cat Bounce quoi. Et donc pour l'instant on est en train d'observer sur ces deux pics ici de la prise de profit qui était pas excessive dans l'ordre mais dans les volumes elle a quand même été suffisamment élevée pour ralentir le prix. Bon, nonobstant on se rend compte que pour l'instant les pics sont toujours de plus en plus bas, donc on a comme une progression d'épuisement de la pression de vente. Vous voyez sur les échelles locales, que ce soit sur l'analyse du prix pur ou sur l'analyse du STH-SOPR, on a quand même des mouvements. Oula,
Les graphiques sont fatigués aujourd'hui. Hein. Allez, on va essayer de rezoomer. Voilà. On a quand même quelque chose de progressivement intéressant. On voit quand même qu'on a des plus bas dans les valeurs, plus bas que les précédentes, et ça nous indique quand même un épuisement de la pression de vente. Mais tant qu'on n'arrive pas à se maintenir au-dessus de 1 de manière viable, tous les dead cat bounce du monde peuvent arriver. Hein. Clairement, tant qu'on n'a pas de confirmation de la reprise d'une structure haussière à court terme pour le marché du BTC, le dead cat bounce reste le scénario, pas que je privilégie, disons, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de privilégier, mais qui reste le plus plausible. Et pourquoi pas même le plus probable dans les carnets d'ordre. Donc ça reste quelque chose qu'il va falloir surveiller de manière assez importante au cours des prochaines semaines. Maintenant on va faire un petit tour par les flux de demande et d'offres, notamment sur les ETF spot US, les marchés spot centralisés et ensuite les exchanges futurs. Vous allez voir que après la semaine d'achat assez importante qu'on a eu en début janvier, qui était plutôt encourageante, juste après le sommet, enfin juste avant le sommet, là où on a eu des volumes de plus de $8000, 8000 BTC achetés par jour, eh bien il a suffi d'une petite correction pour que tout ça soit revendu, quasiment les mêmes j'imagine. Et du coup simplement on a des institutionnels qui ont acheté aux alentours des 96 000 et qui ont revendu ensuite un peu plus bas au niveau des 89, une petite capitulation locale, ce qui nous indique premièrement que les investisseurs à court terme les institutionnels qui utilisent les ETF peuvent considérer comme des investisseurs à court terme dans une certaine manière parce qu'ils ont des réactions plutôt émotives, parce qu'ils sont plutôt sensibles aux événements comme aux news, où ils sont plutôt sensibles à la volatilité aussi. Donc on voit qu'on n'est clairement pas sur un comportement solide avec une vision long terme qui veut garder ses BTC malgré la difficulté. On n'est clairement pas là-dessus, on est sur un comportement plutôt court-termiste. Au-delà de ça, on n'a pas d'offre, on n'a pas de volume de demande particulier récemment. On a eu des volumes un peu croissants, ce qui était plutôt positif, mais ce qui n'était pas non plus idéal. Je vais finir par arrêter de cliquer partout, excusez-moi. Mais depuis, en fait, on a une faiblesse un peu, il n'y a plus tant de demandes, alors que pourtant la pression d'offre, elle était déjà un peu présente, et maintenant elle continue de reprendre de la présence, ça ne contrebalance pas la hausse, donc en net, on est plus sur de la vente nette que sur de l'achat. Ça, c'est pas idéal parce qu'on voulait de la demande spot, et là, on n'a plus de demande spot. On en a eu un petit peu là, mais depuis 10 jours, apparemment, on en a plus tant. Et ça se confirme aussi sur les exchanges, avec notamment les exchanges de Coinbase et de Binance qui sont les plus gros exchange spots centralisés dans le secteur, et on voit que après la forte demande qu'on a connue vers le 14-15 juin là, qui a amené beaucoup de gens à acheter du coup la cassure, et bien peu à peu les volumes d'achat ont diminué, donnant de moins en moins de force à la hausse alors que le prix baissait. Et finalement on est retourné dans de la vente nette, et actuellement on est en train de vendre à peu près 900 BTC par jour net sur les exchange spots. Donc clairement c'est pas exactement ce qu'on voulait voir. Et sur les futurs finalement on est exactement sur la même chose, c'est à dire qu'on a eu un petit peu de demandes futures, donc des positions longues qui sont ouvertes au niveau du sommet. Tout de suite après elles se sont fait liquider. Voilà, ça n'a vraiment pas tardé. Je vais voir si est-ce que j'ai le graphique. Non, j'ai pas le graphique de disponible. Est-ce que je peux partager un autre graphique comme ça? Ouais, je vais essayer de vous partager un autre graphique parce que je l'ai sur une autre fenêtre, donc tant que j'y suis. Tac, 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 tac. Ok, voilà. Comme ça, ce sera clair pour vous. Nickel. Alors, vous voyez ici les positions longues qui se sont accumulées sous le prix au fur et à mesure, en fait depuis quasiment les 86 000 ici, et qui du coup se sont fait d'abord, ensuite il y a eu la pression de vente de la prise de profit spot ici qui a ralenti un petit peu chaque hausse, hop là, puis on a essayé de repartir, puis on ralentit, et après ici on est venu manger les positions longues qui étaient présentes, ce qui est vraiment dommage. Il en reste d'ailleurs encore quelques-unes à 86 auxquelles il va falloir particulièrement attention, parce que je crains que ce soit celles qui soient les plus en danger dans pas longtemps. Je vais essayer de zoomer sur la dernière semaine, sur les 2 dernières semaines, histoire d'avoir un point de vue un peu plus local, histoire de pouvoir clôturer avec une image un peu plus claire, un peu plus forte cette analyse. Juste attendre que le graphique charge, ce sera pas très long normalement. Devrait y être dans quelques secondes. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'actuellement on est allé chercher des liquidités longues assez importantes, il y en a encore quelques-unes à aller invalider, mais derrière il y a beaucoup de positions short, d'opportunistes short qui se sont dit ah là là, ça sent le dead cat bounce, ça sent le bourbier, on va essayer d'ouvrir nos positions short maintenant pour verrouiller les niveaux et essayer de pousser le prix le plus bas possible, ce qui n'est pas une mauvaise idée stratégique en soi, mais ce qui leur apporte un risque aussi. Donc on se retrouve, avant on avait un risque spéculatif du côté des longs, maintenant on a un nouveau risque spéculatif du côté des short. Malheureusement, comme on l'a vu précédemment, on n'a pas suffisamment de demandes dans l'ensemble, que ce soit sur les ETF ou les marchés spot, pour vraiment soutenir une hausse. Mais bon, on a quand même un petit peu de liquidité short à aller chercher, donc c'est pas non plus trop mal. Voilà qui fait un peu le tableau en demi-teinte
qu'on a actuellement pour le marché du BTC. Donc comme je vous le rappelle, les potentielles phases de transition entre un marché haussier et un marché baissier se font souvent dans l'incertitude, avec des scénarios de dead cat bounce qui sont validés ou invalidés au fur et à mesure des semaines qui suivent la correction et notamment la capitulation locale. Et là on se situe particulièrement bien dans ce contexte. On a une belle correction après un ATH, boum, capitulation locale, maintenant on consolide. La vraie question c'est est-ce que dead cat bounce ou est-ce que reprise haussière? Et pour l'instant, malheureusement je peux pas vraiment vous offrir de réponse, je peux simplement vous offrir des éléments temporels, comme le fait du coup qu'on a rejeté encore une fois le prix réalisé des investisseurs à court terme. Et par exemple, le fait que durant le cycle précédent, ça a donné lieu à un dead cat bounce et à une fin de tendance haussière, un début de tendance baissière à court terme qui a ensuite donné des très très belles opportunités qu'on pourra aller chercher si jamais le dead cat bounce est validé. Moi, tant que le scénario de dead cat bounce n'est pas validé, je vais pas vraiment commencer à vous montrer les modèles de prix qui vous permettent d'acheter la fin de la tendance baissière, la fin du bear market, parce que on n'a pas encore de confirmation claire et nette d'entrée en bear market. Même si ça commence à sentir un peu le sapin de mon point de vue, tout est encore possible. On ne sait pas comment le mois de janvier peut se terminer. Peut-être même là on est le 25, du coup quand je tourne dimanche 25, peut-être que demain le 26 on va avoir une super news et puis beaucoup d'achats spot et ça va invalider tout ce que je viens de vous présenter vis-à-vis du scénario de cat bounce. Voilà, là il y a deux thèses. Il n'y a pas une thèse qui est plus probable que l'autre, même si on voit que sur le local il y a peut-être potentiellement plus de faveur pour la thèse haussière, alors que sur le point de vue cyclique et long terme on a petit peu plus d'arguments pour la thèse baissière. Donc voilà un peu comment je pourrais nuancer ce que je vous propose actuellement. Et surtout on n'a pas de demande spot quoi. On a zéro demande spot, on a même de l'offre spot, donc ça vend spot, ce qui est pas idéal du tout. C'est pas la mort mais c'est pas idéal. Et on n'a pas non plus d'offres futures. Après les futures c'est pas très grave vu que ça a tendance à fragiliser les hausses comme on a pu le voir à cause de l'effet de levier. Mais bon voilà, une tendance un peu en demi-teinte, mais il fallait quand même que je vous fasse un suivi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis bien sûr je vous fais un topo au cours de la semaine comme d'habitude, on se tient au courant. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis à bientôt.